Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, la France plongée dans une chaleur étouffante. La barre des 35 degrés va être franchie dès demain dans plusieurs régions. Le mois de juin qui s'achève est le 13e mois consécutif au-dessus de la normale. C'est sans précédent depuis l'instauration des relevés météo. Il fait de la résistance. Le coronavirus est encore bien présent en Europe. L'Allemagne et le Portugal ont décidé de reconfiner plusieurs villes. Reportage à Lisbonne dans un instant. C'est l'une des préconisations de la Convention dite citoyenne, la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Est-ce bon pour l'environnement? Cela rallongerait-il beaucoup la durée des trajets? Nous avons pris le volant et testé par nous-mêmes. Dans ce journal également, vous verrez comment certains industriels français du textile luttent contre les délocalisations. La disparition des magasins de vêtements et de chaussures n'est pas une fatalité. Enfin, nous irons admirer l'une des merveilles de la Méditerranée, la côte amalfitaine au sud de Naples. Ces villages suspendus au-dessus du vide et ces citrons, les meilleurs du monde, paraît-il. Nos reporters vous offriront une visite privée sans aucun touriste. « 31 degrés à Albi, 28 à Strasbourg, 32 à Valence. Il a fait extrêmement chaud aujourd'hui en France et ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend dans les prochains jours. Les archives de Météo France le prouvent. Les 13 mois qui viennent de s'écouler ont tous battu des records de température. Hortense Villatte et Christophe Niolac. Gironde, Île-de-France, Bouches-du-Rhône, Calvados, la totalité de l'Hexagone a basculé dans l'été. Faire des ronds dans l'eau, pas fréquent à Paris, mais pas impossible non plus. Avec plus de 30 degrés dans la capitale, le mieux était encore de mettre les doigts de pied en éventail ou de fuir la chaleur du bitume. Direction cette base de loisirs du Val d'Oise et ses activités rafraîchissantes. Après la longue période de confinement, c'est vrai que ça fait du bien un peu de se retrouver, voilà, de s'amuser, d'être ensemble. C'est vrai que c'est agréable, un peu d'eau. C'est le plaisir avant tout. Les plaisirs et les copains, voilà. À Bordeaux, dans les transports ou sur les chantiers, avec près de 31 degrés, plus difficile de respirer, qui plus est lorsque le port du masque est obligatoire. Physiquement et mentalement, de tenir toute la journée avec la chaleur et le masque, c'est pas facile. C'est l'horreur, on est toutes dégoulinantes. Les plus chanceux ont donc pris la direction des côtes. Biarritz, c'est 31 degrés et sa grande plage. Marseille et sa Pointe Rouge, 32 degrés sur le sable, mais bien plus frais dans l'eau. L'eau était à 24, elle a baissé à 20, mais il fait beau et puis il fait chaud et puis on est bien à Marseille. On en a besoin pour le moral. Une météo estivale jusqu'à Oulgat. Le mercure s'y est certes moins emballé, mais là encore, les sourires étaient de sortie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de clients. Les gens sortent moins, voilà, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de la terrasse. Une vague de chaleur qui va s'amplifier demain. En France, il fera 36 degrés dans le Gers. En Europe, le mercure atteindra 40 degrés en Espagne et progressivement partout plus de 30 degrés, y compris en Suède. Parmi les départements où le thermomètre va grimper bien au-dessus des normales de saison, la Saône-et-Loire qui est déjà en alerte sécheresse renforcée depuis le début du mois. Avec quelles conséquences? Reportage à Mâcon, Patricia Lémonière et Frédéric Pilard. La sécheresse ici, tout le monde la redoute. Pas de pluie ou si peu depuis le début du printemps. Ce propriétaire de camping est inquiet, le niveau de la rivière ne cesse de baisser. Des eaux stagnantes, comme celle d'un étang. Vous voyez, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Et quand on voit le niveau de la rivière, par exemple cet arbre, en temps normal à cette saison, on ne voit pas son pied. On est pratiquement au niveau de fin juillet ou début août l'année dernière. Août 2019, déjà une année de sécheresse. J'imagine que vous cherchez un emplacement ombragé. De préférence, ils annoncent des grosses chaleurs. Les pics de chaleur se multiplient. Même les Britanniques venus s'installer dans la région en perdent leur flegme. Les champs, l'herbe. Dès mars-avril, normalement, tout est jaune. Il n'y a plus de vert. C'est choquant. Il y a les rivières, mais aussi les nappes phréatiques. Ici, autrefois, elles alimentaient un moulin. C'est fini. Aujourd'hui, c'est tout un secteur, celui de l'agriculture, qui est menacé. Les récoltes de céréales vont être impactées à peu près entre 30 et 50%. Et comment vous expliquez cette disparition de l'eau dans les sous-sols? Parce qu'on en pompe trop, parce qu'on en utilise trop et qu'on ne la gère pas très bien.
Désormais, dans ces villages de Bourgogne, on vit au rythme du changement climatique. Ici, dans cette mairie, dans toute celle de la vallée de la Garonne, eh bien, on en est au 2e arrêté de restriction d'eau. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça veut dire que je ne vais pas laver ma voiture toutes les semaines si je peux m'en passer. Ça veut dire que je peux aussi éventuellement renoncer à remplir ma piscine ou je ne vais pas arroser mon jardin aux heures les plus chaudes de la journée. À Mâcon, cette fin d'après-midi, les habitants se préparent à affronter la journée de demain. Les températures devraient encore monter. En Bourgogne et dans toutes les régions de France, ce nouveau pic de chaleur et la perspective d'un été caniculaire compliquent, s'il en était besoin, la vie quotidienne dans les EHPAD qui ont déjà dû affronter l'épidémie de coronavirus. Reportage en région parisienne, Romain Guachon et Hélène Massiot. Les premières chaleurs apparaissent et déjà il faut s'en préserver. Dans cette EHPAD de la région parisienne, rideaux et volets obstruent les fenêtres. Cette année, les résidents font face à un double écueil, les risques de canicule cumulés au coronavirus. Nous sommes allés à la rencontre du personnel de l'établissement. Mains désinfectées, masques et température corporelle vérifiées, dès l'accès. On va vous prendre votre température. Face à cette double contrainte, l'établissement a dû procéder à des aménagements techniques, notamment dans cette salle de rafraîchissement, aménagée dès les premières chaleurs. On a les sorties d'air ici. J'en ai une de ce côté-là au niveau salon et de l'autre côté au niveau des tables. On a dû changer notre mode de climatisation puisqu'on était sur du recyclage interne. Donc là, on est sur une prise d'air extérieure et on rejette à l'extérieur. À l'entrée de cette salle de repas, l'affichage insiste d'un côté sur la gestion de la canicule et de l'autre sur les gestes barrières liés au coronavirus. En raison de celui-ci, certaines solutions de rafraîchissement sont impossibles à utiliser, comme les ventilateurs susceptibles d'accroître la transmission du virus. Reste à contrer l'ardeur du soleil. Nous avons des rideaux occupants dans un salle de restaurant que nous tenons fermés en période de grande chaleur et que nous ouvrons lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Enfin, des climatiseurs individuels viennent tout juste d'être livrés et disposés dans certaines chambres. Un investissement supplémentaire, pas forcément à la portée de tous les établissements. Comme la clim est seulement dans les espaces communs, ça permet pour eux de garder vraiment une distanciation sociale, parce que du coup ils sont isolés en chambre entre guillemets, donc il n'y a pas de contact avec les autres résidents. Face aux canicules à venir, l'hydratation des résidents reste la mesure de protection essentielle à combiner à la distanciation. Des nouvelles sur le front de l'épidémie de coronavirus. Certaines sont bonnes, d'autres un peu plus inquiétantes. C'est le cas par exemple au Portugal. Le pays a été jusqu'à présent plutôt épargné, mais de nouveaux foyers ont fait leur apparition et la capitale Lisbonne est à nouveau reconfinée depuis aujourd'hui. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Marine Brossard et Julien Clouzot. Ils profitent d'un dernier verre, car ce soir, interdiction pour les bars de la capitale de rester ouverts après 20 h. Le Portugal, c'est un pays où on aime sortir, donc c'est clair que c'est compliqué, surtout pour les gens de notre âge. Mais ici, tous ceux qu'on rencontre semblent comprendre ce reconfinement partiel, même ceux qui vont y perdre, comme ce patron. La logique, c'est d'éviter des rassemblements de gens alcoolisés sur la voie publique. C'est logique. Dans la capitale, interdiction désormais de se rassembler à plus de 10 personnes sur la voie publique et fermeture aussi des commerces, ouverts d'habitude jusque tard. Un gros manque à gagner pour Lourdes. On paye tous pour quelques inconscients. On devrait même limiter les rassemblements à 5 personnes. 10, c'est trop. Depuis le début de la crise, le Portugal était décrit comme le bon élève en Europe. Confiné très tôt, il avait été relativement épargné par le Covid. Mais depuis une semaine, le nombre de contaminations se multiplie dans certains quartiers de Lisbonne. Certains pointent des rassemblements alcoolisés responsables de la propagation du virus. Mais pour ce représentant des Français de Lisbonne, l'augmentation du nombre de cas est inéluctable. Le facteur principal, c'est la reprise du travail dans certaines usines, dans certains secteurs d'activité qui étaient jusque-là à l'arrêt. Je sais qu'ils ont mis qu'ils vont multiplier les contrôles, notamment dans le secteur du bâtiment. Forcément, c'est des secteurs où il y a beaucoup d'échanges, de promiscuité, et donc beaucoup plus de risques de transmission du virus. L'autre argument répété par les autorités, c'est que le Portugal fait partie des pays en Europe qui réalisent le plus de tests proportionnellement à sa population. C'est donc logique de trouver des cas. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il est urgent de rassurer avant les vacances dans ce pays qui est extrêmement dépendant du tourisme.
Preuve, s'il en fallait, que le virus n'a pas disparu comme par enchantement. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie, ont commencé à reconfiner une partie de leur population, souvent à l'échelle d'une ville ou d'un canton, après la découverte de foyers infectieux. Michel Scott. La nouvelle est tombée comme un coup près. C'est le retour du confinement dans cette localité de Reda-Wiedenbroek. Non seulement les rues et les places se sont vidées de leurs habitants, mais les équipes sanitaires ont entrepris un porte-à-porte systématique afin de tester toute la population. En cause, le cluster de contamination identifié autour des abattoirs de la société Tönnies. 1550 personnes y ont déjà été testées positives. 7000 sont en quarantaine. Mais cette vague inattendue est peut-être déjà allée au-delà. Du coup, les autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie ont décidé de reconfiner 2 cantons entiers, soit 600 000 personnes au total. Notre but maintenant est d'étendre les tests pour déterminer si oui ou non le virus s'est propagé au-delà des employés de l'abattoir. L'Allemagne, pourtant classée comme l'un des meilleurs élèves de cette lutte contre le coronavirus, inquiète l'OMS, qui depuis plusieurs semaines déjà alerte sur une propagation de la pandémie au niveau mondial qui serait loin d'être terminée. Les hospitalisations augmentent dans de nombreux pays, les morts aussi. De la Chine à l'Arabie Saoudite, en passant par le Pakistan, de nombreuses régions connaissent des foyers de reprise du virus. Entre-temps, l'Amérique latine est devenue l'épicentre de la pandémie, avec 2 millions de cas enregistrés. Pour une partie d'entre elles, l'hiver austral vient de débuter, ce qui n'arrange rien. Le retour de l'hiver comme vecteur d'une deuxième vague dans quelques mois dans l'hémisphère nord préoccupe aussi le Conseil scientifique en France, qui vient de publier une note à ce sujet. Revenons sur la situation en France avec vous, Caroline Bell. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Si l'on accepte la Guyane et Mayotte, où la situation, on le sait, est préoccupante, on entend souvent que les principaux indicateurs de l'épidémie sont au vert. Est-ce vrai ou faux ? C'est vrai, Gilles. Les médecins en ville ne voient pas arriver plus de patients dans leur cabinet. Un exemple, sur 100 appels reçus par SOS Médecins, eh bien, seuls 2 concernent une suspicion de Covid. Même situation à l'hôpital, où il y a de moins en moins d'admissions en réanimation. 15 seulement hier, au lieu de 400 au mois de mars. Et du côté des décès aussi, il n'y en a jamais eu. Le taux est descendu de très bas. Est-ce que ça signifie que le virus ne circule plus ? Certains le disent. Est-ce vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. Vous savez, le fameux R0, c'est-à-dire la capacité d'une personne contaminée à en infecter d'autres, eh bien, elle est repassée au-dessus de 1 dans 3 régions, en Normandie, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on estime en France entre 500 et 1500 le nombre de nouvelles contaminations par jour, la plupart sans symptômes. Les plus visibles, eh bien, ce sont ces clusters, ces petits foyers. On en compte quand même 5 à 10 nouveaux chaque jour, mais ces foyers, ils sont identifiés, donc a priori maîtrisés, tout ça parce qu'on teste. Et on pourrait donc décréter un nouveau confinement comme en Allemagne ou au Portugal, on l'a vu il y a un instant. C'est vrai ou c'est faux ? C'est possible ? Alors, c'est vrai, mais certainement pas un confinement généralisé tel qu'on l'a déjà connu. Dans un avis, le Conseil scientifique préconise plutôt d'appliquer des mesures strictes à l'échelle d'une ville, d'un département, pour à tout prix ne pas perdre le contrôle de l'épidémie. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions. Regardez, puisque vous êtes là et que vous êtes notre spécialiste santé, regardez avec moi cette image. Édouard Philippe et tous les membres du gouvernement présents cet après-midi à l'Assemblée nationale, tous masqués. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie. Ce fut la norme pendant plus de 3 mois, mais le télétravail est progressivement en train de devenir une exception. Le gouvernement veut accélérer le retour des salariés sur leur lieu de travail. Les règles sanitaires devraient être considérablement allégées. L'annonce est attendue demain. La règle des 4 mètres carrés par salarié, le port du masque, le déjeuner à la cantine, assis en quinconce, tout cela devrait disparaître. Le détail avec Anaïs Barthes, Victoria David et Christophe Moutot. Dans ce salon de coiffure, Élodie Rérou applique à la lettre, depuis 1 mois et demi, un protocole très strict. Obligatoirement, on utilise de l'antivirucide pour pouvoir en fait nettoyer et stériliser. Désinfection du matériel et surtout distanciation entre les clients. Il a fallu condamner 1 fauteuil sur 3. Alors l'assouplissement des normes sanitaires est ici très attendu. Avant, on prenait 5 clients dans notre salon à peu près. Et aujourd'hui, je peux n'en prendre que 3. Donc ça va permettre d'avoir un chiffre d'affaires plus conséquent. Dès demain, le gouvernement allégera le protocole pour les entreprises. Bonne journée, monsieur. Fini les 4 mètres carrés minimum autour de chaque salarié. Place
aux fameux mètres de distance, ou quand cela n'est pas possible, au port obligatoire du masque. Le télétravail, quant à lui, ne sera plus la norme, excepté pour les travailleurs à risque. Un soulagement pour ce patron de PME. Ah, c'est top, je ne savais pas que vous étiez à Saclay ce matin. Grâce à ce nouveau dispositif, il espère ainsi retrouver la quasi-totalité de ses effectifs. Un tiers de ses salariés ne sont toujours pas revenus et sans eux, impossible de reprendre une activité économique complète. Aujourd'hui, grosso modo, on est à 2/3 de notre capacité pour des commandes qui ont beaucoup augmenté. Et donc, il faudrait assez vite, voire très vite, qu'on soit au moins à 100% de ce qu'on faisait avant le début du confinement. Un protocole certes allégé, mais les salariés devront continuer à appliquer au maximum les mesures d'hygiène, comme nettoyer leur surface de travail ou se laver les mains très régulièrement. Dans l'actualité, il y a aussi ce chiffre vertigineux. Depuis le début du confinement, les exploitants de transport public, trains, métro, trams à Paris et en région ont accumulé près de 5 milliards d'euros de pertes, principalement parce que le nombre de voyageurs transportés a chuté et donc le nombre de billets vendus. Comment sortir de l'impasse? Reportage Johan Engen et Hélène Massiot. Depuis le début de la crise sanitaire, le réseau lyonnais n'a pas lésiné sur les moyens. Des bornes pour désinfecter les mains, du personnel embauché pour l'occasion. Bonjour madame, un peu de gel. Des salariés nettoyant toutes les rames. Chaque wagon est nettoyé 2 fois le matin, 2 fois le soir. Des dizaines de milliers d'autocollants pour mieux gérer les flux de voyageurs. Là, l'enjeu, c'était d'aller vite, d'être efficace et pas nécessairement de regarder à la dépense. Et enfin, des plexiglas installés sur tous les bus de l'agglomération. Le Citral, l'autorité locale qui supervise les entreprises de transport en commun, a dépensé 5 millions d'euros. C'est beaucoup, mais ça a été nécessaire. Et la priorité était d'assurer la sécurité de nos usagers. Problème, ces dépenses ont eu lieu au pire des moments, alors que la fréquentation du réseau était en chute libre. Depuis son poste d'observation, la directrice des opérations a fait les comptes. La fréquentation du réseau TCL est passée d'un niveau avant le confinement de 100% à un niveau de 10%. C'est-à-dire qu'on a perdu tout simplement 90% de nos clients. Une telle chute de la fréquentation, totalement inédite, ça représente 100 millions d'euros de moins dans les caisses du Citral. Pour ne rien arranger, les entreprises lyonnaises qui payent habituellement sur chaque salaire une taxe pour les transports en commun ont réduit leur versement puisque leurs salariés étaient au chômage partiel. Au total, le Citral a donc perdu 165 millions d'euros avec la crise. Monsieur le Premier ministre. Sa dirigeante a fait appel au gouvernement pour obtenir un plan national de soutien aux transports en commun sur le modèle des plans de relance mis en place pour l'aérien ou l'automobile. Mais depuis un mois, sa lettre est restée sans réponse. Aujourd'hui, sans aide massive au transport en commun, vous allez dégrader l'offre de transport. Moins de bus, moins de fréquences, moins de métro, moins de transport en commun tout simplement. Et vous allez aussi perturber l'activité économique et ralentir la reprise économique. Sur tout le territoire français, les régies de transport des grandes villes connaissent les mêmes difficultés. Ici, en Ile-de-France, les pertes atteignent des records. Sur les 10 milliards d'euros nécessaires cette année pour faire fonctionner les bus, les métros et les trains, il en manquera 2,6 milliards. Si l'État ne règle pas cette facture, quelles seront les conséquences? D'abord, la crise risque de toucher votre porte-monnaie. L'abonnement mensuel pourrait par exemple passer de 75 à 95 euros. Tout le monde n'a pas les moyens de payer des prix exorbitants de transport en commun. Donc oui, c'est un service public, donc il doit être à la portée de tout le monde. On va juste subir et on va le faire, quoi. On va payer, on est obligé d'aller travailler de toute façon. À un moment donné, l'État ne pourra pas subvenir à tout non plus. Sans aide de l'État, ce sont aussi les investissements qui vont être contrariés. Sur le métro par exemple, Île-de-France Mobilité finance l'automatisation des lignes. Mais à l'avenir, ce pourrait être compliqué d'acheter de nouveaux trains. Les vieux trains resteraient plus longtemps sur le réseau. Et des vieux trains, on sait que c'est des pannes. Donc les pannes, c'est les trains supprimés. C'est aussi du retard sur les lignes, c'est de l'inconfort, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de vidéoprotection. Et donc ça, c'est pas possible dans une Île-de-France du 21e siècle. Des conséquences néfastes pour les voyageurs, mais aussi pour des milliers de salariés dont le travail dépend des investissements décidés par la présidente d'Île-de-France Mobilité. Alstom, nous avons près de 5 milliards de contrats aujourd'hui. Rénovation de bus, de trams, de trains.
Bombardier, 3 milliards. Les compagnies de bus, Euliez, Iveco, Bolloré, nous avons aussi des centaines de millions d'euros, potentiellement, de commandes. Et derrière, il y a des milliers d'ouvriers. D'après nos informations, l'État serait prêt à verser entre 400 et 700 millions d'euros aux différentes régies de transport. Loin, très loin des 5 milliards d'euros de pertes globales enregistrées par le secteur. À propos de transport, vous savez que la Convention dite citoyenne sur le climat a proposé de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h contre 130 aujourd'hui. Nous nous sommes demandé si cette mesure pouvait être efficace. Est-elle de nature à réduire la pollution? Rallongerait-elle beaucoup la durée des trajets? Permet-elle de faire des économies de carburant? Axel Cariou, Maxime Rochard et Simon Humblot ont pris le volant et fait le test. 110 km/h sur les autoroutes françaises, selon vous, bonne ou mauvaise idée? Mais c'est très simple, on va retirer toutes les voitures, puisqu'on ne veut pas être intelligent. Moi, ça ne me dérangera pas du tout. Je ne roule pas plus de 120, donc... Je ne suis pas sûr que de passer de 130 à 110, ça change vraiment énormément de choses sur le climat. Alors, vérifions, à l'aide de ce simulateur. Au volant, un moniteur de conduite. Ses réglages, voiture diesel, cylindrée moyenne, moteur récent. À 130 km/h, il dépasse 7 litres de carburant au 100. À 110, il consomme nettement moins. Lorsqu'on va réduire la vitesse à 110 km/h, on va réduire la consommation aux alentours de 5 litres au 100, donc on va gagner 1 à 2 litres. On réduit d'environ 20% la consommation de carburant et on va réduire les émissions de polluants aussi de manière significative. Une mesure effectivement verte et pourtant beaucoup d'associations environnementales n'en veulent pas. C'est plus intéressant d'avoir des voitures plus petites et plus écolo, quitte à ce qu'elles roulent vite, que des grosses voitures, des tanks diesel, même s'ils roulent qu'à 110 km/h. Autre critique, le temps perdu. À quel point nos déplacements pourraient-ils s'allonger? Là encore, nous avons fait le test. Notre équipe de Clermont-Ferrand a parcouru 2 fois le même trajet, 100 km, sur une autoroute fluide. Une fois à 130 km/h, l'autre à 110 Bilan, 7 minutes de perdu. Le temps a une valeur économique pour les entreprises, pour tout. Ce temps a une valeur et réduire la limitation de 20 km/h, c'est mettre encore un coup dans l'économie française qui n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Ce coût a été chiffré dans un rapport du ministère de l'écologie, 1,1 milliard d'euros, perdus chaque année pour l'économie française si nos autoroutes passaient à 110 km/h. Un mot de l'actualité politico-judiciaire. Les avocats de François Fillon ont demandé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris la réouverture du procès de l'ancien Premier ministre, dont le jugement est attendu lundi. Une demande qui fait suite aux récentes déclarations sur les pressions qu'aurait exercées le parquet général sur la chef du parquet national financier pour accélérer la procédure. Également dans l'actualité de ce mardi, la mise en examen de 4 CRS pour violences volontaires. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé à plusieurs reprises des manifestants, dont plusieurs gilets jaunes, dans un fast-food des Champs-Élysées. La date a son importance. C'était le 1er décembre 2018, le jour où des gilets jaunes avaient pris d'assaut l'Arc de Triomphe. Des scènes de chaos restées dans toutes les mémoires. Thibaut Malandrin, Georges Brognier et Bruno Poiseuil. Elle restera la journée la plus violente des samedis de mobilisation des Gilets jaunes. L'acte 3, le 1er décembre 2018. L'Arc de Triomphe est saccagé, des dizaines de voitures brûlées et les images des affrontements avec les forces de l'ordre feront le tour du monde. C'est dans ce contexte qu'en fin de journée, 12 CRS rentrent dans un fast-food vers des manifestants qu'on leur a désignés comme étant des casseurs. En réalité, ils se sont réfugiés ici pour échapper à l'air ambiant irrespirable en raison des gaz lacrymogènes. Des CRS s'acharnent alors sur plusieurs d'entre eux durant 5 minutes, dont Nathan, 26 ans. Il reçoit 27 coups de matraque. Il se verra prescrire 5 jours d'ITT. Face à l'inspection générale de la police, les 4 CRS identifiés tout récemment, dont les avocats n'ont pas souhaité s'exprimer, expliquent le contexte hors norme de cette manifestation et leur épuisement après une journée entière d'affrontements sans avoir été relevé. Argument irrecevable, selon l'avocat de Nathan. Les policiers sont les professionnels de la sûreté. Ce sont ceux qui sont garants de notre sûreté. Si on a effectivement une réaction qui consiste à dire c'était une journée très compliquée, donc à la fin on s'est défoulé, c'est problématique.
Les 4 policiers ont été mis en examen ce soir pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Laissés libres mais placés sous contrôle judiciaire, ils n'ont plus le droit d'exercer la fonction de policier ni de porter une arme. C'est une pratique illégale mais très répandue dans de nombreux quartiers, les rodéos sauvages à moto. Certaines provoquent des drames, des blessés graves, parfois des morts. Les policiers ont dû mettre au point de nouvelles techniques d'interpellation. Regardez cette enquête signée Annie Bazar et Bichente Akala. Sans casque, sur les trottoirs, au cœur d'une cité ou entre les voitures. Des pratiques dangereuses et illégales car la loi interdit dans l'espace public ces conduites à risque que l'on surnomme rodéo sauvage. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ces images se multiplient. La police hésite à intervenir car il y a un risque d'accident mortel. Voilà pourquoi elle ne se lance plus dans des courses-poursuites. Dans le Pas-de-Calais, on tente une autre stratégie. Ce jour-là, une trentaine de personnes sont mobilisées. Brigade anticriminalité, motards et même un avion qui survole la région 2 fois par semaine. À 500 mètres d'altitude, il repère ses motos avec précision et prévient les unités au sol. Elles arrivent sur place en quelques minutes. Un casque, le gars à la main, là. Mais ces jeunes prennent la fuite. L'avion suit leurs traces et ces policiers les retrouvent finalement dans ce quartier résidentiel. Le conducteur est interpellé. Donc il va être ramené au commissariat de Lens, pas de place en garde à vue. Et la moto définitivement saisie. Il n'y avait personne dans le terri, on était à 3 motos, il n'y avait aucun promeneur ou quoi, il n'y avait rien. Si cette voisine prend leur défense... Ça m'embête pas plus que ça, moi je suis désolée, il faut que jeunesse se passe et puis c'est tout. Hein. Dans ce quartier, les rodéos empoisonnent la vie des riverains. Ils ne s'arrêtent pas aux priorités, tout ça. Il n'y a personne qui dit rien parce que tout le monde a peur. Peur de quoi? L'année dernière, il y a eu une fois tous les voitures ici. Il y a 5 ans, cette mère de famille a fait signer cette pétition pour alerter le maire. Et on n'a jamais eu de courrier de suite. Je me suis déjà fait écraser un chien par motocross. Il y a énormément d'enfants qui jouent dans la cité. Ces rodéos virent parfois au drame. Il y a 2 ans, Nathalie a été violemment percutée par un scooter alors qu'elle se promenait au milieu de la foule. Sur les vidéos, elle pense avoir reconnu cet homme. Son procès aura lieu d'ici quelques semaines. Ils faisaient les fous. Ils ne portaient pas de casque, ils provoquaient, ça klaxonnait, et puis plus rien. Le trou noir. 4 fractures du crâne, 10 côtes fracturées, un œdème pulmonaire. L'individu qui m'a renversé s'exhibe sur les réseaux sociaux en faisant des rodéos. Il en est fier. C'est horrible de voir ça encore 22 mois après cet accident. Je me bats. Et j'apprends à vivre avec mes blessures. Encadrer la pratique du rodéo pour limiter le danger, c'est justement ce que demandent Alexandra et Rio. Ces 2 amateurs ne sortent jamais sans leur casque. Ils s'exercent uniquement sur des terrains vagues, à l'écart de la population. Ils acceptent de se confier à nous, à visage caché, car leur pratique est illégale. Clairement, on est hors la loi et c'est dommage. Nous, on cherche que ça soit en règle, parce que pour nous, c'est vraiment un sport. Et on peut pratiquer ça nulle part, en fait. Pour bien comprendre, il n'y a aucun endroit où vous pouvez exercer votre sport légalement. Non, aucun. Non. Du coup, ce qu'on demande, c'est faire ça dans un cadre légal, protégé, sécurisé, qui ne dérange personne et où on a le droit d'exercer notre passion. En fait, c'est même pas qu'une passion. La moto, c'est vraiment dans le sang, en fait. Mais pour l'heure, ces passionnés qui veulent se distinguer des fauteurs de troubles risquent eux aussi jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est l'un des secteurs qui a le plus souffert de cette semaine de congélation économique. Le textile, l'habillement, les magasins de chaussures. De nombreuses enseignes sont en redressement judiciaire ou ont demandé un plan de sauvegarde. C'est le cas de La Halle, André et Camaïeu, entre autres. Est-ce une fatalité? Le reportage de Valentin Després, Sharif Souari et Thierry Hackett nous prouve le contraire. Ils se considèrent comme les autres victimes du Covid. Katia et ses collègues sont salariés dans ce dépôt de vêtements de La Halle. Avec le confinement et la fermeture des magasins, l'enseigne de prêt-à-porter est en plein redressement judiciaire. Plus de 5000 emplois sont menacés. Là, mon prénom, mon numéro, le 20 juillet 93, la date à laquelle je suis entrée dans l'entreprise, et le 31 juillet 2020, la date à laquelle tout pourrait s'arrêter. Et si demain on n'a plus de travail, ça va être compliqué de retrouver autre chose et même mentalement de repartir sur autre chose. Je vais avoir 50 ans et à 50 ans, on sait très bien qu'on
On retrouve pas ce qu'on veut. La Halle, mais aussi Camailleux, Deviane, Naf-Naf, Orchestra ou encore Célio, la liste des marques en difficulté s'allonge chaque jour. Sans clients pendant 2 mois, le secteur de l'habillement est frappé de plein fouet. Alors comment expliquer l'effondrement si rapide de ces enseignes? Et surtout, peuvent-elles se remettre d'une telle crise? À Paris ce jour-là, Luc Maury est fébrile. Son enseigne Naf-Naf, elle aussi en redressement judiciaire, est la première à être fixée sur son sort. Au bout du fil, les avocats de la marque ont suivi l'audience au tribunal. Ce sont des 2 jugements du tribunal de commerce et donc le tribunal a retenu l'offre de SY. C'est une excellente nouvelle. Il y a bien un repreneur, mais 200 emplois sont supprimés. Je ne peux pas sauter de joie quand je sais qu'un quart des postes ne sont pas repris, mais on est soulagé. Pour le patron, l'avenir de l'entreprise passe par une production plus proche de la France, notamment au Maghreb. Si par exemple vous vous approvisionnez en Asie, vous mettez 3-4 mois à être approvisionné. Là, on va pouvoir être approvisionné dans des délais dans moins d'1 mois. C'est pour pouvoir réagir le plus vite possible à ce que veut la cliente dans les boutiques. Faire revenir les clients est plus que jamais vital. Après les gilets jaunes, la grève dans les transports, le coronavirus a été le coup de grâce pour le secteur de l'habillement, déjà en perte de vitesse. Les ventes de vêtements entre 2007 et 2019 ont chuté de 17% en moyenne. Et rien que pour cette année, ce sera 20% de baisse selon l'Institut français de la mode. Autrement dit, le secteur de l'habillement va perdre plus en 2020 que sur l'ensemble des 12 dernières années. Et ce sont les enseignes de moyenne gamme qui trinquent. Elles ne font plus l'unanimité auprès des clients. Pas de bonne qualité. Les t-shirts, on voit facilement à travers. Et les pantalons, je ne les trouve pas bien taillés non plus. On retrouve pas mal de personnes avec les mêmes choses. Donc c'est pour ça, ça me contrarie un petit peu. C'est plutôt trop dans le look actuel. On cherche un peu plus des choses plus girly, fun, plus fun. Ces marques étaient encore très puissantes il y a 30 ans. Mais selon cet expert, leur positionnement stratégique ne fonctionne plus. Les enseignes positionnées sur les premiers prix ont mieux résisté, sans doute en phase avec les attentes des consommateurs dont le pouvoir d'achat a peu progressé, voire a reculé ces dernières années. Et puis vous avez des enseignes comme Sandro, Mage, Claudie Pierlot, Comptoir des Cotonniers, donc qui sont positionnés sur un segment davantage premium. Au milieu, il faut donc tout revoir. Et parmi les optimistes, il y a Roland Beaumanoir. À la tête des enseignes Cache-Cache et Morgane, il a lancé des offres de reprise pour Naf-Naf et la Halle. Chiffre à l'appui, il explique que les ventes sur Internet progressent d'année en année ici en vert, au détriment des points de vente physiques en rouge. Pour lui, la solution est donc toute trouvée. Il faut fermer des magasins, effectivement, dont on ne peut pas voir la rentabilité. Voilà, une entreprise ne vit que de ses bénéfices. Il y a certainement des endroits un peu prestigieux où on n'a plus rien à faire parce qu'on n'y gagne pas d'argent. Fermer des magasins et investir dans le e-commerce. Il a progressé de 22% en avril dans l'habillement. Et qui de mieux pour en témoigner que cet acteur historique de la vente par correspondance qui a su prendre le virage du numérique. Bon, merci d'être là ce matin. On voulait faire un point sur la mise en ligne de notre nouvelle navigation. Ce jour-là, le directeur commercial de la marque passe en revue les nouvelles catégories de produits du site internet. Elles sont ici régulièrement repensées pour attirer de nouveaux clients, les femmes enceintes par exemple. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait une entrée particulière pour s'adresser à cette femme dans cette circonstance de sa vie et de pouvoir lui proposer une sélection qui soit directement liée à son besoin. Une stratégie numérique que de nombreuses enseignes de prêt-à-porter n'ont selon lui pas suffisamment développée. Il y a beaucoup de données qui permettent de dire, dans un design de site ou dans un autre, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Donc clairement, tout ça n'est pas dû au hasard. Il faut investir beaucoup de temps et de technologie pour obtenir un magasin parfait. Pendant le confinement, la marque a résisté et même gagné quelques clients qu'elle espère désormais fidéliser dans les prochains mois. Hier, des millions d'écoliers et de collégiens ont repris le chemin de l'école. Des évaluations auront lieu en septembre pour déclencher, si besoin, une aide personnalisée pour chacun d'entre eux. En attendant, de très nombreux parents se sont tournés vers le soutien scolaire, un marché qui représente plus de 2 milliards d'euros en France. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Jean-Marie Bagayoko, Hélène Massiot et Jean-Philippe Eckett. Le confinement nous aura appris une leçon. Malgré les meilleures intentions, difficile d'endosser le rôle du professeur à la maison. Les fractions, c'est ça, hein. Toi t'aimes bien. On a le cours, mais on ne nous a pas expliqué comment répondre aux questions sur les exercices.
Pour assurer la continuité pédagogique, de nombreux parents en appellent au soutien scolaire privé. Avant le confinement, cette agence accueillait une cinquantaine d'élèves chaque soir de la semaine. Désormais, l'aide aux devoirs se fait à distance et les demandes augmentent. 30% supplémentaires depuis le mois de mars. On a beaucoup d'élèves de primaire notamment, de collège, avec des parents qui nous ont sollicité pour soit profiter du moment pour travailler une compétence, l'anglais, on a eu beaucoup de demandes en anglais par exemple, soit, je dirais, prendre leur relais. On display, on foot. Depuis le confinement, ce lycéen suit ses cours en ligne et ses notes d'anglais s'améliorent. Il a convaincu ses parents de lui offrir un professeur rien que pour lui, 2 heures par semaine. Bah là, il est vraiment avec nous. Il n'y a pas 23 élèves à gérer, il est là pour nous. Je trouve ça mieux, moi. Un tutorat sur mesure, mais qui a un coût. 40 € de l'heure. Oui, c'est un investissement. Nous avons aussi notre fille Juliette qui, elle, prend des cours d'anglais, mais juste pour la conversation. Et ça nous fait à peu près 350 € par mois. Donc oui, c'est un budget. En France, le marché du soutien scolaire représente plus de 2 milliards d'euros. Un lycéen sur 3 et un collégien sur 5 suivent des cours particuliers. Mais d'après l'Éducation nationale, ces chiffres pourraient doubler pour permettre à certains élèves de combler le retard accumulé ces derniers mois. Depuis le déconfinement, cette association qui lutte bénévolement contre le décrochage scolaire redonne confiance aux élèves. C'est vrai que des fois ça a pu être difficile, d'autres ont complètement décroché. Et en fait c'est à nous là de profiter vraiment du déconfinement pour reprendre ensemble tout ce qui n'a pas été vu. L'association restera ouverte les 2 mois d'été. En France, 64% des élèves n'ont personne pour les aider à faire leurs devoirs à la maison. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux questions que vous nous posez avec le hashtag Le20h vous répond. Vous pouvez aussi poser vos questions sur notre adresse mail, le20heurvoustrépond@tf1.fr. Et au bout du fil, j'allais dire, il y a toujours Garance Pardigon. Bonsoir Garance. Bonsoir Gilles. Cette question tout d'abord, je n'ai toujours pas obtenu de rendez-vous pour le contrôle technique de ma voiture. La date est dépassée depuis plusieurs semaines. Est-ce que je peux toujours rouler ? Tout à fait. Rassurez-vous, les délais ont été allongés pour tous les contrôles et contre-visites prévus initialement entre le 12 mars dernier et le 23 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous avez 3 mois et 12 jours supplémentaires à compter de la date de fin de validité. Il y a chaque été dans presque tous les villages de France des fêtes locales, ce qu'on appelle les fêtes votives. Est-ce qu'elles sont autorisées ? Alors pas avant le 10 juillet, ça c'est sûr, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les rassemblements sont toujours limités à 10 personnes d'ici là. Après cette date, pourquoi pas ? Mais dans quelles conditions, avec quelles contraintes ? Un contrôle des flux à l'entrée, une interdiction des buvettes ou encore une piste de danse condamnée par crainte d'un protocole sanitaire trop strict, comme celui que je viens de vous décrire, eh bien, de nombreux villages préfèrent tout annuler. Et enfin, devra-t-on appliquer la distanciation sociale sur la plage cet été ? Pas commode, hein ? Alors, oui, si vous êtes gentil et discipliné, parce qu'en pratique, légalement, rien ne vous interdira de coller votre serviette à celle du voisin. Pas de réservation obligatoire, ni d'espace délimité, comme ce que vous apercevez sur ces images. Elles ont été tournées, en fait, en mai dernier, à la Grande Motte. Et depuis, cette plage est redevenue normale, entre guillemets. Alors, attention toutefois, aux plages privées, là, il y a bien une distance à respecter, 1 mètre entre 2 transats. Merci beaucoup, Garance. Je suis gentil et discipliné. Je le sais, c'est pour ça que je le précise. Si d'aventure vous n'avez pas encore réservé pour vos vacances d'été, je vous propose un voyage merveilleux sur la côte amalfitaine. D'ordinaire, ces 50 km de littoral attirent les foules. Mais cette année, les voyageurs se font encore attendre. Mathieu Poissonnet et Vincent Abelaneda sont retournés sur les pas d'Ulysse, là où, selon la légende, il succomba aux sirènes. Pour apprécier ce petit bout de côte italienne, il faut s'en éloigner. Federico et Viviana, en vacances ici, se sont donc offerts 1 heure de croisière, seulement pour eux, le long de la côte amalfitaine. Voir cette mer, c'est superbe. C'est une expérience magnifique. C'est une expérience inoubliable. Et voir aussi ces montagnes. Les voir à la hauteur de l'eau, c'est spectaculaire. D'ici, on peut apprécier chaque détail du littoral. Chaque pont suspendu, chaque village perché sur des falaises abruptes. Cosimo les connaît par cœur. Il balade les touristes ici depuis ses 18 ans. La seule fois où il s'est arrêté, c'était en ce printemps 2020, durant le confinement. Nous, on travaille chaque année sur la mer, alors on ressentait vraiment le manque. Quand arrive le moment, la mer nous appelle. Les touristes partent en mer pour quitter le brouhaha des villages de la côte amalfitaine. Enfin,
pas cette année. Nous sommes à Positano, d'ordinaire ces rues étroites sont noires de monde, ces terrasses prises d'assaut, ces commerces tournent à plein régime. Mais regardez, en ce mois de juin, nous avons la cité italienne, rien que pour nous. Les rares touristes sont des Italiens. Personnellement, c'est aussi pour aider notre économie. D'un côté, c'est plus joli car nous pouvons mieux l'apprécier, mais en même temps, c'est plus triste. Ces Italiens patriotes ne suffisent pas à combler l'absence des Français, des Américains ou des Allemands. Buongiorno. Faute de touristes, Raphaël et chauffeur de bus nous emmènent, nous, sur la mythique Strada 163. Le trajet qu'on vient de faire pour arriver à Positano, ça prenait 2 heures. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 2 minutes. Conduire ici est un petit exploit. La route est étroite, les virages serrés, la concentration maximale. Il est donc nécessaire de faire une pause et prendre le temps de regarder. Ici, on voit tout? Oui, tout. On voit tout Positano. Elles sont toutes colorées. Et si vous regardez bien, vous verrez que chacune a une couleur différente. L'absence des touristes n'a pas changé grand-chose au quotidien de Carlo, producteur de citrons. Ses champs recouvrent les montagnes et se jettent presque dans la mer. Le cadre est idéal pour les citrons, mais pentu et escarpé pour les ouvriers. Tiens, regarde, il y a 4 ou 5 personnes là-bas. Car une fois le fruit ramassé, il faut le descendre jusqu'au village. Il faut que cette caisse fasse 57 kilos. Vas-y, rajoute-en encore quelques-uns. 57 kilos de citron à porter sur la tête avec une technique inchangée depuis des générations. C'est pas trop difficile? Ah, non, ça va, on est habitué. Pendant ce temps, le patron, lui, se régale. Le citron d'Amalfi aura eu raison de sa visière. Carlo est heureux. Avec le confinement, certaines de ses associés ont fait leur retour. Les abeilles sont revenues. Elles ont fait leur travail. Pour l'année prochaine, il y a plein de petits citrons, car les abeilles ont beaucoup travaillé. Elles ont pollinisé les plantes. Durant ce printemps si particulier, les habitants de la côte amalfitaine ont retrouvé leurs activités d'antan, les citrons et la pêche. Ils ont aussi redécouvert leur côte, si belle. Mais maintenant, ça y est, ils le souhaitent tous, que les vacanciers reviennent. Et ils reviendront dans un instant. La météo d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, avant le dernier épisode de la saga du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve à 19h45 pour un point sur l'actualité et à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. À demain.